en fait, cette trajectoire, si on la résume en deux phrases, c'est... Bon, l'islam n'est évidemment pas remis en question. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il est devancé et même dominé de facto par des gens qui ne professent pas l'islam. Comment expliquer cela? Peu à peu, à travers la Nahda et tous les mouvements qu'elle va produire, l'idée centrale qui se pose, c'est mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'islam sur terre, pas le message que Dieu nous a envoyé. Donc, à partir de là, on peut résumer toute une série d'ouvrages, de réflexions et de recherches dans cette idée qu'il y a sur terre, dans le temporel, des lois qu'il faut comprendre, qui ont une autonomie par rapport aux lois qui sont celles de Dieu. C'est une chose très très importante, puisque jusque-là, l'islam, en gros l'islam officiel, pensait que comme Dieu gouverne le monde, la loi de Dieu gouverne l'ensemble des phénomènes. Et donc il n'y avait pas la possibilité de penser de manière autonome des choses, voilà, matérielles, qui se passent dans le monde, l'histoire, etc. Tout ça va commencer à émerger à la réflexion à partir du moment où on accepte l'idée qu'il y a des choses, en quelque sorte, que Dieu a laissé faire en soi. Alors, Baghat Nadi, oui. C'était la Constitution, une Constitution. Rafah Tahtawi, qui avait été envoyé par Mohamed Ali en France, la première chose qui a attiré son attention, c'est qu'il y avait des règles. Il y avait une constitution qui réglementait les rapports entre les gens, et les rapports entre les gens et le pouvoir, et qu'on ne pouvait pas dépasser. Quand il est revenu en Égypte, il a traduit la constitution, il a écrit la constitution française, et il a écrit et commenté cette constitution. Il a dit, c'est de ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin maintenant, c'est le Coran, c'est très bien pour réglementer notre vie spirituelle, mais il faut une constitution. Alors, deux grandes tendances vont marquer la fin du 19e et le début du 20e. D'un côté, vous avez le courant dont vous parlez, à savoir modernisation, essayer d'apporter un éclairage nouveau sur le rapport entre l'islam et la société. Non, mais même de toute façon, l'islam, fondamentalement, est évident. Mais c'est l'idée, qu'est-ce qu'on fait pour rejoindre cette espèce d'histoire qui est en train de nous réagir? Le courant inverse. Donc, admettre l'idée que la vie terrestre compte. Oui, que ce qui se passe ici, ça compte. Mais la vie n'est pas qu'un simple passage entre la création et le jugement dernier. C'est ce qu'on appelle la sécularisation. Voilà, absolument. À partir de ce moment, il y a, c'est vrai, deux grands courants qui vont se détacher de la Nahda. Il y a tous les réformismes, dont, d'une part, le courant qui veut d'art revenir à l'idée que la loi de Dieu domine tout et doit dominer la cité, et puis ceux qui vont penser que non, la séparation doit se faire entre le religieux, enfin le spirituel et le politique. Et de la façon la plus radicale, on verra dans les années 1922-1923 l'abolition du califat et la constitution de la République Atatürk, qui est d'une certaine façon la traduction de cette sécularisation. Oui, c'est pas seulement ça, c'est même un cas extrême, puisqu'ils ont choisi de copier pratiquement la laïcité à la française. Le fait que le califat était supprimé, il était déjà supprimé dans les faits. N'oublions pas qu'en 1918, la Turquie était du mauvais côté de la guerre, elle a perdu, on l'appelle même l'Empire ottoman allait être démembré. L'enfant malade de l'Europe à l'époque. C'est ça. Mais essayons de dire que le phénomène principal, c'est l'émergence du nationalisme. D'abord l'émergence des frères musulmans, qui était un peu l'antidote à tout ce qui vient d'être dit. La confrérie des frères musulmans annonce, Baghat Nadi, peut-être la naissance de l'islam politique moderne. J'hésite beaucoup à dire ça. Pourquoi? Parce que les frères musulmans n'étaient pas vraiment une organisation politique. Elle est née comme une organisation religieuse qui appelait à suivre les règles de l'islam. Mais elle ne voulait pas... Elle appelait à suivre les règles de l'islam face à cette modernisation qui arrivait. C'est ça le problème. C'est une riposte. Non, c'est ça le problème.
Elle appelait à suivre des règles de l'islam dans la vie personnelle. Mais elle n'avait pas, à l'époque, aucun programme politique pour dire, voilà, il faut suivre ça, il faut faire ça dans le domaine politique. Mais ils vont le produire après. Plus tard. Et ça, le programme politique qu'ils vont produire plus tard sera aussi vague qu'avant parce qu'ils vont dire l'islam est la solution sans préciser comment on peut résoudre les problèmes de la situation actuelle avec les règles de l'islam. Est-ce qu'on peut dire que la naissance des frères musulmans était une panique, je dirais générale, collective d'une partie de la société face à une modernité qui peut-être allait très vite? Est-ce que ce n'est pas ça aussi? Si vous voulez, on peut le dire de manière plus précise dans une dialectique entre les deux courants. Puisque la grande question qui se pose à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est l'idée, mais comment on fait pour faire face à cette domination occidentale? Alors, il y a le courant, disons le courant séculariste, généralement, qui se retrouve dans la plupart des pays modernes, et qui dit on va apprendre de l'Occident, on va apprendre l'idée de séparation du politique et du religieux, et pour arriver à l'idée de la citoyenneté. Pour le prendre qu'un exemple, qui est le parti Wafd en Égypte, c'était un parti qui se voulait explicitement laïque. Et donc, voilà. Alors, cette idée a été battue en brèche par l'islam politique qui disait non, pas question. On ne peut rejeter la domination de l'Occident qu'en rejetant aussi sa culture et en rejetant aussi l'idée de séparer le religieux du politique. Alors, il faut bien voir quand même, parce qu'on l'oublie, c'est qu'à partir de ce moment et jusqu'à la fin des années 80, dans la plupart des pays musulmans qui ont choisi la modernité, la sécularité a vaincu. C'est-à-dire que ce soit en Égypte, en Tunisie, plus loin en Algérie, après l'indépendance, sans parler de l'Indonésie et d'ailleurs, ce sont des régimes séculiers qui ont été établis. D'ailleurs, nous l'avons vu dans le sujet, puisque nous avons vu comment il y a une captation de l'héritage musulman par les mouvements nationalistes qui se réclamaient à la fois de l'islam, mais sans jamais poser la question du retour du califat. Non, non, ce n'était pas le problème, parce que justement, comme Bagat a signalé, nous entrons dans la notion de nation. Or, qu'est-ce qui est nouveau dans la notion de nation? C'est que, en passant de la Ummah à la nation, ce n'est pas un abandon de la Ummah, mais c'est que de plus en plus, on passe à une réalité qui est temporelle. Et ça, c'est vraiment l'introduction du temporel dans la pensée musulmane, qui, encore une fois, n'est pas une négation de la Ummah musulmane. Mais c'est une continuité, autrement en intégrant les éléments de la modernité. Avec des ruptures réelles. La nation, c'est le temporel. Précisément, l'histoire du monde arabo-musulman va continuer, les indépendances vont venir, mais comme disait un grand historien, Mohamed Harbi, comment les hommes libérateurs n'ont pas réussi à devenir des hommes libres, c'est-à-dire des hommes qui gouvernent démocratiquement, le printemps arabe sera le moment justement d'une vérité que les sociétés arabo-musulmanes veulent passer à l'idée même de la citoyenneté. Regardez le document. Le 17 décembre 2010, à Sidi Bouzid, en Tunisie, un marchand de légumes à qui on a confisqué sa marchandise s'immole par le feu devant le palais du gouvernorat. Il est monté sur son étal et il s'est versé de l'essence sur lui. Il est monté là. C'est une victime de ceux qui se sont fait beaucoup d'argent, qui ont fait des affaires. C'est toujours les plus pauvres qui paient le prix fort. C'est là qu'il dormait, c'est sa veste. Qu'il aille au paradis, mon fils. Lorsque Mohamed Bouazizi meurt à 26 ans de ses brûlures en janvier 2011, la nouvelle déclenche une formidable onde de choc en Tunisie et dans le monde. J'ai le sentiment qu'il a libéré la Tunisie et tous les Tunisiens. J'espère qu'il libérera tout le peuple arabe. Sur l'avenue Bourguiba, à Tunis, une immense manifestation, malgré d'impressionnantes forces de police, réunit des milliers de Tunisiens, portant une revendication précise et non négociable, la démission du président Ben Ali. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Ben Ali démissionnera le 14 janvier, après 23 ans de pouvoir.
Les Tunisiens, debout, le monde est bien debout. La Tunisie, aujourd'hui, c'est la révolution de tous les peuples du monde. Ce qu'on appelle désormais la révolution de Jasmin crée un mouvement de sympathie en Europe, puis elle va vite essaimer dans tout le monde arabe. Libye, Syrie, Yémen, Égypte, c'est ce qu'on appellera le printemps arabe. La place Tahrir devient l'épicentre de la révolution égyptienne, avec une présence marquante des femmes. Un mois après la démission de Ben Ali, c'est Hosni Moubarak qui quittera le pouvoir le 11 février 2011. Document signé Marie-Annick Leguin. Alors, le document qu'on vient de voir montre à l'évidence que le monde arabe ou musulman connaît une effervescence. Est-ce que cette effervescence n'est pas le produit des indépendances qui n'ont pas réussi finalement à séculariser, démocratiser les sociétés? Et l'islam politique d'ailleurs va émerger à la faveur de ces mouvements-là. Baghdad Nadi. Absolument, vous avez tout à fait le droit de le dire. Merci. Merci. C'est-à-dire que nous avons passé, il y a eu une période où nous étions occupés, ou presque tous les pays arabes, presque. Et nous avons lutté contre l'impérialisme. Et nous avons voulu nous libérer et devenir à apprendre. Je me rappelle d'une phrase qu'Adel aurait pu citer, qu'il cite beaucoup, c'est Abdullah Nadim, où il a dit l'Occident, c'est notre occupant, c'est la force d'occupation, en même temps notre éducateur. Il faut apprendre de lui. Et nous avons appris de l'Occident, nous avons lutté contre lui, mais nous avons voulu en même temps nous libérer de lui et faire un peu comme lui, c'est-à-dire construire une société libre où chacun a sa dignité. Mais le problème, c'est que dès que nous sommes arrivés à la libération, il y a eu des régimes qui se sont installés, qui ont légitimisé leur pouvoir par la lutte contre l'occupation, en opprimant leur peuple, en supprimant toute vérité de l'indépendance ou de liberté personnelle. Au bout de 60 ans en Égypte, au bout de je ne sais pas combien dans les autres pays, il y a eu cette révolution. Ça signifie quoi? Je me souviens d'un livre qui avait été publié par l'un des écrivains égyptiens qui avait dit « Pas de sujets, mais de citoyens ». Nous ne voulons plus être des sujets, mais nous voulons être des citoyens. Ça a pris 60 ans. Et le printemps arabe, c'était l'introduction du citoyen à la place du sujet? Oui, mais il y a eu une gradation. Mais pour prolonger ce que vient de dire Baghdad, je pense que ça mérite de réfléchir à cette idée de place publique. En Tunisie, en Égypte, et d'ailleurs, on voit bien que là, c'est pas nouveau que les gens descendent dans la rue, c'est pas nouveau qu'ils se révoltent. Pour prendre l'Égypte, il y a eu des révoltes, y compris face à Nasser, y compris face à Sadat. Mais qu'est-ce qu'il y a eu de totalement nouveau durant le printemps arabe? C'est le fait que jusque-là, on légitimait le pouvoir même du despote. On lui reconnaissait le droit d'être ce qu'il est. On ne pensait pas prendre sa place ou le remettre en question. Mais même quand on se révoltait parce que ça allait trop mal, parce qu'on avait trop faim, ou parce que on ne faisait pas face à l'occupation, enfin, ou ce qui passait avec Israël, etc. Par exemple, il y avait des manifestations face à Nasser pour demander des armes, armer le peuple, pendant que, après la défaite de l'armée égyptienne à ce moment-là. On n'en est plus là, on n'en est plus là. Non, justement. La nouveauté, c'est que, en Tunisie puis en Égypte, il y a eu une prise de conscience incroyable, puisque la plupart des gens qui étaient d'ailleurs sur ces places publiques, la veille ne savaient pas qu'ils y seraient. C'est vraiment un moment où quelque chose explose, et avec le sentiment que la légitimité n'est plus un cadeau du ciel. La légitimité du pouvoir, c'est nous qui la donnons. C'est nous, c'est qui c'est nous? Ce sont des gens qui commencent justement à revenir à quelque chose d'absolument essentiel et qu'on a vu dès le départ du projet musulman. C'est l'idée que ce sont des individus qui pensent par eux-mêmes et qui, à partir de ce moment-là, se considèrent comme étant les sujets de leur histoire, et donc les gens qui décident de qui a
légitimement le droit de les gouverner ou pas. Et Mais ça, alors, c'est une cet logique totale. enthousiasme de la rue arabe, comme on dit, la place publique arabe, arabo-musulman, va produire paradoxalement deux processus contradictoires. D'abord, l'émergence d'une société civile composée de citoyens qui veulent l'être, mais aussi l'islamisme politique qui va quasiment prendre le pouvoir. Là, ça me permet de dire quelque chose à propos des frères musulmans, parce que j'avais dit que ce n'était pas un mouvement politique. Bon, elle avait joué un rôle politique quand même, et elle a joué ce rôle pendant tout le temps où il y avait les régimes autoritaires. Parce que quoi? Parce que ce mouvement qui se prétendait musulman ne voulait pas se révolter contre celui qui était au pouvoir. Alors, ils n'ont pas voulu se révolter et ne se sont pas joints à la révolution en Égypte, par exemple, que quand ils ont vu que la révolution avait eu du succès. Alors là, elles se sont joints à cette révolution. Mais leur objectif n'est pas de créer des citoyens en Égypte, mais de revenir à l'ancienne société. C'est-à-dire, nous sommes toujours dans ce référentiel historique. Les frères musulmans veulent toujours revenir à un modèle classique où c'est ce qui se joue en Non, ce moment. il y a bien sûr un pragmatisme nécessaire, mais c'est vrai qu'ils ont une nostalgie de la Oumma, et c'est ce qui a fait d'ailleurs que très vite, une fois que Morsi était arrivé au pouvoir, qu'il y a eu une immense unanimité du peuple égyptien contre lui. Parce qu'il y a eu une espèce de refus d'accepter la continuité historique de la nation égyptienne. Elle devenait